Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour vous faire une nouvelle présentation à un nouveau Facebook Live scientifique avec une chercheuse de haute volée qui nous vient des États-Unis. Je vais vous la présenter dans un instant. Ce soir, je serai donc accompagné, comme d'habitude, on va dire que c'est quelque part un peu nos retrouvailles tous les 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagné par Alexandra Belaïev. Bonsoir. Alexandra, bonsoir. Alexandra qui, comme d'habitude, nous fera la traduction français-anglais avec Lindsay Wallace, que nous avons le plaisir d'accueillir. Je vais juste présenter en 2 secondes qui est Lindsay. Lindsay travaille dans le laboratoire de Scott Harper à Columbus, en Ohio, au Centre Nationwide Children's Hospital. C'est le laboratoire dans lequel elle travaille. Et elle vient nous parler de sa stratégie thérapeutique pour empêcher DUX4 de nuire à nos cellules musculaires. Donc, elle va nous parler de ces virus AAV qui permettent d'aller tuer la protéine DUX4 dans nos cellules. Donc, Alexandra, je te laisse traduire pour présenter Lindsay. So, Lindsay, welcome. Thank you. So Vincent was just telling who you are, in which lab you are working, and that you are going to present the results you have accumulated over many years. It's more than 10 years now that you've been working on that field? About 13. Ok, donc ça fait 13 ans qu'elle travaille sur ce sujet. Et donc, elle a travaillé systématiquement pour éliminer les obstacles les uns après les autres pour arriver à un prototype de médicament qu'il faudra maintenant tester pour voir s'il peut vraiment empêcher la production de la protéine DUX4. Ok, super. So now, Lindsay, it's your time. Okay. You can share, yes. Donc voilà, pour les amis, on va partager son écran, elle nous montre ses diapositives. Voilà. Et donc elle va les montrer évidemment une à la fois. Pour chaque diapo, elle va donner une explication en anglais et moi je vais le traduire en français. Voilà. Up to you, Lindsay. All right, so today we're going to be talking about the gene therapies we've been developing for FSHD. Now, as Alexandra said, we've been working on this for a very long time. And this is where we're located here in Columbus, Ohio at Nationwide Children's Hospital. So if anyone is ever in the area, we're happy to welcome families, come by the lab and visit. And I put this picture up because this is me getting my PhD. And it took 11 years of college to do that. But in all of that time, no one ever taught us how to talk to non-scientists about science. So if I'm unclear, please feel free to stop me so that I can be sure that you're understanding what I'm talking about. Okay. Donc, pour qu'on s'y retrouve un peu mieux, elle vous montre à gauche la carte des États-Unis avec la flèche rouge qui vous montre où se trouve l'État de l'Ohio. L'image à droite, c'est le laboratoire, flèche rouge de nouveau, dans cet hôpital national pour les enfants. Et donc, elle dit que si jamais vous passez par là, ils ont vraiment l'habitude d'accueillir des familles de patients pour visiter le labo. Et donc, n'hésitez surtout pas à vous manifester si vous allez dans le coin. Alors, elle vous montre la photo de elle le jour où elle a reçu son doctorat de l'université avec sa belle cape rouge et blanche. Et elle dit, pour avoir ce diplôme, ça lui a fait à peu près 11 ans d'études. Et elle dit, jamais au cours de ces années, on ne leur a appris comment il fallait faire pour parler aux patients, pour vulgariser la recherche qu'ils faisaient. Donc, elle va faire ce qu'elle peut. Si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à envoyer la question à Vincent et elle pourra réexpliquer s'il y a un souci. Exactement. OK. All right, so to understand what I'm going to be talking about, we need to understand these 3 main concepts. The first is the central dogma of molecular biology. The second is gene therapy. And the third is thinking about viruses as a gene delivery vehicle. Donc, pour comprendre ce dont elle va parler, on a besoin de 3 concepts.
Donc, tout d'abord, le dogme central de la biologie moléculaire, hein, vous savez bien, ADN, ARN, protéines. Ensuite, ce que c'est que le principe de la thérapie génique. Et ensuite, comment on peut utiliser des virus comme des véhicules pour livraison de gènes à l'intérieur de la cellule. So what I mean by the central dogma of biology is really the flow of genetic information. So we have the DNA, which is the basis, the code, if you will, of what makes us up. Then we have the mRNA, which is the message that is then translated to make protein, which is the building block of everything that we are. Our entire bodies are made up of protein, and this is what makes us be able to grow hair or what can sometimes cause disease. Donc le premier concept dont elle parle, c'est le dogme central de la biologie moléculaire, donc qui est en fait le trajet de l'information génétique. L'information génétique, au départ, elle est dans l'ADN, qui est dans le noyau de la cellule. Hein, c'est là que se trouvent toutes les recettes pour faire les protéines, dont je vous parle souvent. Et donc, les gènes sont sous forme d'ADN dans le noyau. Et quand la cellule doit faire une protéine particulière, elle va copier le gène qui porte cette recette. Et cette copie, c'est ce qu'on appelle la transcription. Ça va donner un ARN messager. Donc, en anglais, ils mettent tout à l'envers. Donc, ils mettent DNA au lieu d'ADN, ils mettent RNA au lieu d'ARN. Hein, mais ça va, vous nous suivez, vous avez l'habitude. Et donc, cet ARN messager qui porte la recette d'une protéine peut sortir du noyau pour aller dans la partie bleue du dessin, qui est ce qu'on appelle le cytoplasme. Et là, cet ARN messager va pouvoir rencontrer les ribosomes. Là, vous voyez ces espèces de doubles boules roses qui vont lire la recette portée par le messager pour fabriquer la protéine. Et donc, les deux éléments, les deux processus portent des noms que j'utilise rarement, mais qu'on va vous ramener quand même ça à l'esprit. Donc, la copie de l'ADN sous forme d'ARN messager, ça s'appelle la transcription. Et la lecture de l'ARN messager pour fabriquer la protéine, ça s'appelle la traduction. Donc, transcription, transcription, c'est la même chose, mais traduction, ça se dit translation. Et c'est ce qui est écrit là sur le côté. Voilà. Et donc, les protéines, vous savez, c'est ce que je vous résumais sous forme de cookies, des petits, les gâteaux qui ont toutes sortes de formes et toutes sortes de fonctions et qui expliquent toutes les fonctions de notre corps. Elle montrait ses cheveux, par exemple, sont constitués de protéines. Et on peut dire, en cette période Covid, les anticorps qui sont générés par votre vaccin contre le Covid, ce sont aussi des protéines. Et donc, tout dans notre organisme, enfin, la grosse majorité de ce qui fonctionne dans notre corps, c'est des protéines. Donc, moi, je n'ai pas de protéines de cheveux, pour l'exemple. So, Lindsay, as an example, Vincent says he has no hair protein. So when we're thinking about gene therapy, what we're really doing is using these molecular messages, either the DNA, so the code, or the RNA, the message. And what we're using them is to manipulate these proteins. So diseases are caused by all kinds of protein malfunctions, we'll say. Some of them have proteins that are too short. Some have proteins that are too long. Some fold into the wrong shape and can't perform the way they're supposed to. Others have too little, or they're missing completely. And that's the case of spinal muscular atrophy and Leber's congenital amaurosis, which I'm going to be showing examples of later. And then there's the case of FSHD, where there's too much of a protein that's not supposed to be there. And that, of course, is DUX4. Now, we have various gene therapy tools that allow us to try to work with these proteins again. And we can do gene augmentation. We can add back genes. We can try to silence genes, which is what our strategy is for FSHD, or there's genome editing. Donc, le deuxième concept qu'elle vous présente, c'est la thérapie génique.
Donc, c'est le fait d'utiliser l'ADN ou l'ARN messager comme médicament. Et donc, à quoi ça va servir? Ça va servir à manipuler des protéines qui ont toutes sortes d'anomalies qui vont causer des pathologies. Donc, on peut avoir un problème parce qu'une protéine est trop petite, une protéine est trop grande, que la protéine se reploie à 3 dimensions avec une mauvaise forme qui ne sera pas active. Il y a trop peu d'une protéine, ou bien la protéine est carrément manquante. Et là, ça va être le cas de 2 maladies génétiques dont elle va nous parler et pour lesquelles il y a des thérapies qui ont très, très bien progressé. Donc, la première que l'on appelle SMA, en français, c'est l'amyotrophie spinale. La deuxième, l'amorose congénitale de Leber, c'est une maladie qui rend aveugle. Alors, on peut avoir des problèmes parce qu'une protéine est en excès. Et ça, c'est le cas de DUX4 dans la FSHD. Ensuite, elle vous parle des outils de thérapie génique. On a des outils qui permettent ce qu'on appelle l'augmentation de gènes, c'est-à-dire augmenter le nombre de copies d'un gène, qui peut faire une addition de gènes. Donc, si un gène est manquant ou un gène est cassé, on peut donner une copie fonctionnelle du gène à la cellule. Ce qu'en anglais on appelle le silencing, donc c'est une très jolie manière compacte de dire réduire un gène au silence. Donc en français, on n'a pas quelque chose de, on ne peut pas dire éteindre un gène peut-être, mais je trouve que c'est très joli ce mot silencing, réduire le gène au silence. Donc il est là, mais il ne peut pas être copié sous forme d'un ARN messager, il ne peut pas donner la protéine dont il porte la recette. Et puis finalement, l'édition du génome, où là, on va considérer la suite des lettres sur l'ADN comme on considère un texte écrit en Word, et on peut aller changer une lettre pour corriger une erreur qui serait présente à ce niveau-là. Alors, j'ai une précision, enfin, I love this slide. En fait, j'adore ce slide parce qu'en fait, il synthétise très, très bien tout ce qu'on peut faire, toutes les caractéristiques des anomalies, etc., quoi. On a la liste exhaustive de ce qui se passe et qui provoque des maladies génétiques, quoi. Je trouve ça vraiment très, très bien. Et sur le silencing, tu m'arrêtes si je me trompe, Alexandra, c'est un peu la piste retenue que nous a montré l'autre jour Peter. Oui, oui, oui. Sur le dernier Facebook Live qu'on a fait avec Peter Jones, qui cherchait à trouver une molécule qui allait permettre d'empêcher l'expression du gène DUX4. Okay. So, Lindsay, for you, and also for Renata, welcome, Renata. So, what Vincent says is that he loves your slide because everything is on it. Every possibility of getting problems with a protein is listed there. And he likes also very much the gene therapy tools and was asking me whether the gene silencing approach was something that fitted with what Peter Jones told us. So what Peter Jones and one of his master thesis students, extremely bright girl, told us is that they have identified enzymes that work to make a compact chromatin on the DUX4 gene. And they were trying to find drugs to increase the efficacy of making this compact chromatin on the DUX4 gene. So this is a way of making gene silencing by making a very tight chromatin on it so that it cannot be copied as a messenger RNA anymore. Yeah. All right. So for gene therapy and treating the disease with the DNA or the RNA or whatever your choice therapeutic may be, the key is getting that therapy to where it needs to go. And for this, we use viruses as a delivery tool. So essentially, we remodel the virus and take out all of the viral genes, and we replace it with our therapeutics. Now, the key to this is the capsid or the viral coat. And just as you can see these pictures, everyone here is wearing different coats, and I think it's obvious that they're all going to different places. And that's really the key with gene therapy. So for FSHD, the viral coat that we want
we need to make sure that it's prepared to go to muscle. So we select our viruses based on their ability to get to the muscle, since that's where we need our gene therapy to be active. And this is important because gene therapy is a one-time treatment. So I like to think of it as a permanent marker. Once it gets in there, it's there and it stays and it should work. And this should only be needed to be done theoretically one time. Donc là, c'est le troisième point qu'elle voulait soulever. Donc pour la thérapie génique, donc le fait de traiter une maladie avec un ADN ou un ARN, l'élément clé pour obtenir une thérapie génique, c'est d'arriver à transporter le gène, donc soit l'ADN, soit l'ARN, là où il a besoin d'aller. Et donc, on va utiliser un virus pour livrer ce gène à l'endroit où il est nécessaire. Donc, on compare le virus à un petit camion qui est en train de transporter les colis, ou même elle a indiqué le cheval de Troie, vous vous souvenez, avec la possibilité d'entrer les ennemis à l'intérieur du cheval de Troie. Et donc, là, ce qu'il faut faire, c'est enlever les gènes qui sont naturellement dans le virus. Donc, le virus est représenté ici en vert. Les gènes qui sont naturellement dans le virus sont représentés en bleu foncé. Et on va les remplacer par le gène thérapeutique qui est représenté en blanc. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a chargé les gènes à l'intérieur du transporteur, donc le virus. Dans la capsule virale. Pardon ? Dans la capsule virale. Dans la capsule virale, voilà. Et donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment s'assurer que le transporteur de gènes aille au bon endroit dans l'organisme. Et donc ça va dépendre de cette capsule virale qu'elle compare à un manteau. Et donc, vous voyez les exemples ici, on voit un imperméable, on voit un tablier de laboratoire, on voit une jolie petite veste en fourrure, on voit un smoking. Donc, ce sont tous des vêtements différents qui indiquent que la personne qui porte ces vêtements va aller à un endroit différent. Et donc, vous allez dans la neige, comme c'est le cas pour le moment à Columbus, dans l'Ohio, et l'INSEM nous disait, on voit la neige qui tombe par la fenêtre, eh bien, vous mettez le manteau avec la fourrure et le grand capuchon bien chaud. Eh bien, pour les virus, c'est la même chose. Il faut trouver une manière d'emballer le virus, donc un manteau pour le virus, une capside pour le virus, qui va l'amener exactement à l'endroit du corps où l'on veut qu'il apporte le gène correcteur. Alors, la dernière ligne de cette diapo, c'est de dire qu'il s'agit d'un traitement que l'on va faire une seule fois. Donc, introduire le virus avec le gène correcteur chez un patient, c'est un processus qu'on fait une fois et il faut qu'à partir de ce moment-là, le gène correcteur soit présent dans le tissu où il est nécessaire. Et donc, elle compare ça à une boîte de marqueurs fluo. Et donc, on va aller mettre une marque fluo à un endroit dans le corps, dans toutes les cellules d'un muscle, et ça va rester là pour la vie de la personne. OK. So when we're thinking about our gene therapies, it's really a two-part system. It's having our gene that we want to deliver and the virus to get it to the right spot. So the virus that we use is an adeno-associated virus. And this is a small virus that infects humans, that can infect humans and some other primates, but it is not currently known to cause any kind of disease. So it's a great gene therapy vector. It infects cells and then it stays there in something called an episome. So you can kind of think of it as a protected little bundle of genetic material. And as long as the cell stays healthy, the virus is able to, the vector is able to stay there and continue to produce whatever we have put in. So I've just given you the example here so that you can see. This is an AAV vector that we have engineered. So with all of these, we take out all of the viral genes. So you're not getting any of the virus genes. And we replace it with either our therapies or in this case, what we call a reporter gene. So this is green fluorescent protein. It's what makes jellyfish glow.
And the fun thing is when we can put it into our research animals, we can see where the virus is going. When we shine the light on it, it allows us to look at what parts of the animal the virus is being distributed to. And what I hope you can see here is that it's going to the muscle very well. And so these are just some excised muscles with various different reporter genes, the GFP from the jellyfish, or this one, which is a red fluorescent protein. And because these vectors, this particular capsid infects muscle very well, this is what we use for our gene therapy. Donc, le vecteur viral qu'ils utilisent pour donc cette livraison des gènes au bon endroit dans l'organisme, donc c'est un tout petit virus qui s'appelle Adeno Associated Virus, donc AAV en abréviation. Et donc, vous avez la représentation du génome, donc de l'ADN de ce virus qui est représenté là en gris. Donc, les gènes viraux, c'est le rectangle gris pâle. Et il y a aux deux extrémités une caractéristique un petit morceau d'ADN répété qui est typique de ce virus. Alors, ce qui est très intéressant avec ce virus, c'est qu'il infecte régulièrement des primates ou bien des humains, mais n'est pas associé à une pathologie. Donc, on sait qu'il est capable d'entrer dans les cellules et il ne donne pas de maladie. Alors, ce que l'on va faire pour arriver à repérer si ce virus va bien à l'endroit où l'on souhaite, on enlève les gènes viraux et on les remplace par un gène qui est représenté là en vert, qui contient la recette pour une protéine qui s'appelle la protéine fluorescente verte. Donc en anglais, Green Fluorescent Protein. Et donc c'est une protéine fluorescente que l'on trouve dans les méduses, certains types de méduses qui sont montrés sur la photo en haut à droite. Et donc c'est très joli comme couleur. Et donc pour s'assurer que le virus qu'ils ont aménagé de façon à ce qu'il aille transporter un gène au niveau des muscles chez la souris, ils ont utilisé ce vecteur avec le gène de la protéine fluorescente verte. Donc vous voyez que la souris représentée à gauche, on voit qu'elle a des reflets un peu verdâtres, mais si on fait un agrandissement, vous voyez la photo du milieu, elle a toute une série de poils qui apparaissent en vert, et donc c'est l'expression de cette protéine fluorescente verte. Quand on va tuer la souris, prélever ses muscles et les disséquer, on va voir qu'elle a en vert le muscle dans lequel ce virus est allé s'installer. Donc c'est vraiment magnifique parce que c'est la preuve que le virus est allé livrer ce gène de la protéine fluorescente verte dans le muscle. Alors, il y a moyen, donc ce gène qui contient la recette de la protéine fluorescente verte, c'est ce qu'on appelle un gène rapporteur. Et donc, il va rapporter si le virus est bien arrivé au bon endroit. Et donc, il y a d'autres possibilités de protéines de couleurs différentes qu'on peut employer, et notamment une protéine de couleur rouge cerise, et qui va vous donner l'image du petit muscle en bas à droite. Donc là qui est rouge cette fois-là. Alors j'ai oublié de vous signaler qu'un avantage de ce virus, c'est que quand il rentre dans la cellule, il va dans le noyau de la cellule, mais l'ADN qu'il porte ne va pas aller s'intégrer dans un chromosome dans la cellule. Donc il ne va pas du tout aller faire de manipulation génétique dans la cellule, la grande inquiétude des anti-vax avec le vaccin coronavirus. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible pour le vaccin coronavirus, mais qui est aussi impossible avec cet AAV. Donc, il a la caractéristique de garder son petit ADN sous forme de ce qu'on appelle un épisome, c'est-à-dire qu'il est dans le noyau, il est à côté de l'ADN des chromosomes, mais il ne va pas s'intégrer dedans. Pardon, j'insiste, tu as tout à fait raison de préciser ça, parce qu'en fait, la technique, enfin, ce qui nous est montré dans cette diapo et ce que tu as raconté, finalement, c'est à peu près peu ou prou ce qui se passe pour la technique ARN pour le vaccin anti-Covid. Quelque part, on importe un ADN, enfin un ARN différent dans une cellule, mais il ne va pas contaminer l'ADN de nos cellules, quoi. So, Lindsay, we had a little discussion about comparing this episomal DNA from the virus to what is happening with the RNA vaccination against COVID.
because this is something that has been discussed a lot among patients, and some of them were typical anti-vax, saying that this foreign RNA will integrate into one of our chromosomes and change our genetic material. And I said, this AAV will never do that, and the vaccine against coronavirus will not do it either. So that's just the little discussion we had with Vincent. Sure, it's the step after the DNA. Yes. Okay. So the typical playbook for developing gene therapies are first identifying the disease gene, which was easier said than done with FSHD, but now we are on the right path. Developing animal models also proved to be quite difficult for FSHD, but we now have them. Characterizing those models, and then developing gene therapy strategies to treat them. And when we consider animal models, we also have to consider, as with every gene therapy, is it getting to the right places? And then does the gene therapy improve outcome measures? And can these outcome measures be related back to what's going on in people? Because ultimately, we're not trying to treat mice, we're trying to treat people. And then finally, the next question, and I've put it in all capital letters because it's the most important one in our mind, is it safe? And that's what we have been spending most of our time trying to determine is this therapy safe? And then finally, once we've convinced ourselves that it is, then we move to the human clinical trials. And I just put this here because it's important of any research, but all of this requires funding, and especially gene therapy studies and trials take a lot of funding. So early stages, a lot of times, and for us, have been funded by society, foundations, and then later stages move to industry partnerships. I should translate before Sorry. you change, please. Sorry. Thank you. Donc ça, c'est un peu son scénario, hein, toutes les choses qu'il faut pouvoir faire pour développer une thérapie génique pour une maladie génétique. Donc tout d'abord, il faut arriver à identifier le gène qui cause la maladie. Et donc là, ben, vous savez, c'est le gène DUX4. Donc elle dit, ça a pris un certain temps avant de le trouver, mais maintenant, on a le coupable sous la main. Il faut ensuite développer un modèle animal. Donc, la première question, est-ce qu'il existe des modèles animaux naturels? Dans le cas de la FSHD, ce n'était pas le cas. Et donc, il faut alors utiliser les outils de biologie moléculaire pour faire un modèle animal. Ça a été très difficile pour la FSHD. Et donc, là, maintenant, je crois qu'on a 4 modèles de souris qui représentent la FSHD. Il faut ensuite caractériser ce modèle animal. Donc, ce sont des souris qui expriment DUX4 dans leurs muscles. Et donc, est-ce que ce modèle a vraiment les mêmes symptômes que l'on trouve chez les patients? Est-ce qu'on peut vraiment identifier des paramètres, des mesures de résultats que l'on peut faire qui permettront d'évaluer s'il y a une amélioration de la maladie chez ce modèle? Il faut ensuite développer une stratégie de thérapie génique pour traiter la maladie dans ce modèle animal, donc chez ces souris. Donc, comment fait-on pour livrer ce gène thérapeutique au bon tissu, donc ici dans le muscle? Est-ce que le fait d'avoir fait cette thérapie génique chez la souris va améliorer ces mesures de résultats, ces mesures de paramètres typiques de la maladie? Alors, ensuite, si on réussit à avoir tout ça qui fonctionne, on arrive à la prochaine question qui pourrait être quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que c'est sûr comme stratégie? Est-ce qu'on ne va pas causer des problèmes à la personne en lui administrant ce gène thérapeutique? Alors finalement, quand tout cela est résolu, on peut se lancer dans les essais cliniques chez l'homme. Mais tout ça nécessite énormément d'argent. Donc, vous voyez la liste de tous les petits dollars en bas de sa diapo. Donc, dans les premiers stades de mise au point de ce système, ils ont bénéficié de grants, donc
comment on dit, ça s'appelle un projet. De différentes associations de patients, donc la FSH Society, le Téléthon américain et le NIH, donc l'Institut national de la santé, qui pourrait être un peu peut-être comme le CNRS en France. Et dans les stades plus avancés, alors là, on va commencer à avoir besoin de partenariats avec des industriels. So I think it's important to know that gene therapy, why until very recently was theoretical or almost science fiction, it's now a reality. And there are 2 gene therapy products that are on the market. The first was developed by Spark Therapeutics, and it is a therapy that treats for a rare form of inherited blindness. So in this case, it is a gene replacement. And I've just got 2 short videos that I want to show you. So this was one of the early patients, and the boy who you'll see in the video, on the first video, he's navigating a maze with one eye, his untreated eye, and you'll see that he's got a very hard time navigating the maze. First, perhaps before you show the video so that people understand. Sure. Donc, elle dit la thérapie génique, jusqu'il y a très peu de temps, c'était vraiment théorique. Maintenant, c'est vrai, il y a 2 produits de thérapie génique qui sont sur le marché. Et donc, le premier, c'est celui qui concerne cette maladie, cette amorose congénitale de Leber, donc qui est une maladie qui rend aveugle. Et donc, elle va vous montrer le déplacement dans un labyrinthe d'un petit garçon qui a été traité dans un œil et pas dans l'autre. Donc, il a eu la thérapie génique dans un œil et pas de l'autre côté. Et donc, on va voir comment il se débrouille dans ce labyrinthe selon qu'il cache l'œil qui a été traité ou qu'il cache l'œil qui n'a pas été traité. Donc, on va voir les vidéos. Yeah, so he is asked to follow the black boxes. At least I can see the black squares. Okay, stop. Okay, turn right. Those are. So it goes on like this. He has a very hard time because he cannot see. He keeps saying, this is hard. Donc là, le gamin doit normalement suivre les carrés noirs là, et il dit qu'il a vraiment beaucoup de difficultés. Il ne les voit pas, il ne sait pas où il doit aller. Now this is with his treated eye. All right. And you can start whenever you're ready. Non. Et donc ça, ce sont ces déplacements quand il regarde avec l'œil qui a été traité. Donc c'est extraordinaire, il suit les petites flèches sans aucune difficulté. So I think it's important to see that gene therapy can work and it's real, and this is a product that is now on the market. Donc elle dit, ça lui paraît très important de montrer que la thérapie génique, ça marche, et ça c'est un produit qui est maintenant sur le marché, et donc on peut traiter les enfants qui ont cette pathologie. So the second video that I'd like to show you is the second gene therapy that is now on the market. And this is for spinal muscular atrophy. So this is a neurological, neuromuscular disorder. Donc là, elle va vous montrer maintenant le cas de l'amyotrophie spinale. C'est le deuxième produit de thérapie génique qui est sur le marché. Donc elle va vous montrer ça. And if this works like I think, there should be French subtitles. Si ça marche comme elle l'espère, il devrait même y avoir des sous-titres en français. Spinal muscular atrophy, or SMA type 1, is the leading genetic cause of death for infants today. A devastating fact this family knows all too well. Our first daughter, she was diagnosed with SMA type 1 at 6 months of age. She passed away at 15 months old. This is a disease that is
devastating for infants. A large percentage of patients die before 1 year of age, but 95+% are gone, unfortunately, by age 2. SMA rapidly robs babies of their ability to move, talk, swallow, and eventually breathe. When Milan and his wife Elena found out they were pregnant with their second child, Evelyn, they prayed for a healthy baby. Unfortunately, that was not the case. When she was born and the results came back and found out she was positive for SMA type 1, and we both kind of just broke down. We found out about the clinical trial here at Nationwide Children's Hospital. This is really the first time that we've been able to apply gene therapy to any neuromuscular disease. Today was a very special day for Evelyn. She was given genetic therapy for her missing SMN gene. Babies with SMA are missing a gene vital for development. Through a one-time injection, gene therapy replaces this missing gene. For Evelyn, this gene therapy worked. We started seeing changes as early as 2 months after treatment. She started to push and she started to get more active, holding her head up. And a little after 3-4 months, she rolled over on her own. Now 3-year-old Evelyn challenges Dr. Mendel to a dance-off at her annual follow-up appointment. She comes back after 3 years and she runs up to me and hugs me and says, Dr. Mendel, I love you. I forget that she has SMA. This is a healthy girl and she does everything that a normal 3-year-old child would do. Something like that has never been achieved before. Well, with our first daughter, it was just devastating to lose a child. You lose all dreams you had for their future. And now we can actually save for college. Donc ça va, vous avez eu les sous-titres en français. Hein, c'est extrêmement émouvant de voir comme une seule injection d'un virus à AV, hein, donc comme celui sur lequel travaille Lindsay, peut rapporter le gène manquant à cette petite fille et lui permettre de compenser l'absence ou la mutation de ce gène qu'elle avait naturellement à la naissance pour pouvoir faire son développement neuromusculaire de manière tout à fait normale, quoi, alors que sa sœur aînée était décédée à cause de la même maladie. Very moving, very nice. Yeah, it's really inspiring and really hopeful, and it shows that it works. And I show both of these because each one is a step forward for gene therapy. When you think about, again, where I said one of the most important things about gene therapy is getting it where it needs to go. The eye is a very small target, but when we get it there, it works very well. A newborn baby, delivering it body-wide, is a much larger target than an eye, but still not the same magnitude as all of the skeletal muscle in an adult. So each step gets us closer to developing the gene therapy for FSHD. Donc, elle a montré ces deux exemples, d'abord parce que c'est les deux cas où ça marche vraiment bien, où le médicament est sur le marché, mais aussi parce que ça correspond à deux étapes de difficultés croissantes vers le cas de la FSHD. Donc, dans le cas de cette maladie de l'œil, on injecte le virus directement dans l'œil. Donc, ça, c'est vraiment un espace assez restreint où l'on va pouvoir faire la correction génique. Dans le cas de la SMA, donc de la myotrophie spinale, on traite un bébé. Le virus va aller se répartir un peu partout dans le corps et va principalement aller au niveau de la moelle épinière, qui est l'endroit où on en a besoin pour corriger la maladie. Et donc, c'est un corps complet, mais c'est un petit corps de bébé. Et dans le cas de la FSHD, il va falloir atteindre les muscles squelettiques d'un individu. Grande partie des individus à traiter seront des adultes. Donc, on a besoin là de
de transporter ce virus dans des tissus beaucoup plus gros. Donc, c'est encore un degré de complexité supplémentaire. Et donc, une chose qui peut-être vous avait échappé, c'est que le cas du bébé SMA, il a été traité justement à National Children's Hospital. The SMA case was treated at your institution, right? It was, yes. It was developed and the trials went on there. So for FSHD, what we like about our strategy is that no matter the type, at the end of the day, all of this essentially doesn't matter because we know that DUX4 gene is the main culprit, and therefore DUX4 becomes our main target for the gene therapy. Donc, il peut y avoir plusieurs variantes génétiques de la FSHD. Vous avez entendu parler FSHD1, FSHD2, qui sont deux manières différentes d'ouvrir la chromatine pour permettre l'expression du gène DUX4. Elle dit, peu importe l'origine de la pathologie, à la fin de la journée, comme elle dit, la chose vraiment importante, c'est l'expression du gène DUX4. Et c'est DUX4 qui cause la maladie, donc c'est DUX4 qui va être leur cible principale. And what we know about DUX4 is that DUX4 causes muscle damage. And this is just an example where we have used one of these AAVs. Instead of delivering our therapeutic, we're actually delivering DUX4 to a normal muscle. And what we can see is when we have high levels of DUX4, we have extremely damaged muscle. So muscle fibers should normally be these pink, round, healthy looking fibers. And instead here we have dying fibers and incoming inflammation. That's what all of these purple dots are. And we can see that this is a little bit dose responsive. So we know that high amounts of DUX4 are very bad. Low amounts of DUX4 still cause damage, but you can see the difference. Et donc, la preuve que DUX4 cause des dégâts au niveau du muscle, ils ont pu reproduire ça dans leur modèle de souris, chez une souris normale, pardon, en utilisant le même virus AAV, mais au lieu de mettre dedans un gène thérapeutique, ils ont mis le gène DUX4. Donc, ils injectent ce virus à leur souris et ils vont voir que le gène DUX4 va aller au niveau des muscles. Et quand ils en injectent une grande quantité, ils voient d'énormes dégâts. Vous voyez là sur l'image de gauche. Donc, ce sont des tranches qui ont été coupées dans un muscle. Vous savez que le muscle est fait de toute une série de fibres parallèles comme une corde et on coupe des tranches un peu comme des tranches de saucisson. Et donc, chaque fibre va apparaître comme un petit rond sur l'image que l'on voit au microscope. Et donc, vous voyez à gauche qu'il y a d'énormes dégâts. La partie rose, qui est le muscle sain, a quasiment disparu. Il y a des travées blanches, il y a des points bleus qui apparaissent. Donc, tout ça indique des dégâts dans le muscle. Si on a mis une plus petite dose de ce virus qui produit DUX4, c'est l'image du milieu. On a un agrandissement tout à fait à droite. Vous voyez tous ces ronds vous présentent la tranche de fibres que l'on a regardé. Et donc, même à très petite dose, il y a des dégâts. Vous voyez la flèche du haut, il y a une fibre musculaire qui a disparu. Maintenant, c'est du blanc à la place. La flèche de gauche attire votre attention sur tous des petits points bleus qui représentent une inflammation très importante. Donc, on a des cellules du système immunitaire qui rentrent dans le muscle parce que les fibres musculaires sont en train de mourir et pour nettoyer tous les débris. Donc, c'est vraiment la preuve que DUX4 cause des dégâts au niveau des muscles. So, for the gene therapy for FSHD, we want to destroy DUX4 using RNA interference or RNAi. And this is a natural gene silencing mechanism that our cells use every day. And they do that by using tiny RNAs called microRNAs. Donc, la technique de thérapie génique pour la FSHD, c'est de détruire DUX4 avec un processus qui s'appelle l'interférence par ARN ou RNAi en anglais. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier, mais qui est naturel. Ça se produit tous les jours dans nos cellules. Nous avons production de tout petits ARN qu'on appelle des micro-ARN
Et ces micro-ARN peuvent aller se coller sur un ARN messager particulier. Donc, chaque micro-ARN va se coller sur un ARN messager cible et va aller empêcher la lecture de la recette portée par cet ARN, va induire la destruction de cet ARN et empêcher la production de la protéine. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce petit ARN qui va cibler l'ARN messager de DUX4 pour empêcher la production de la protéine DUX4. Alors, elle vous montre cette petite image d'un aimant qui serait un peu comme le micro-ARN en question, et qui est capable d'aller reconnaître un seul ARN messager dans toute une collection d'ARN messagers, donc de retrouver une aiguille dans une botte de foin et d'aller se coller uniquement sur cet ARN messager-là pour empêcher la production de la protéine toxique DUX4. So the way that microRNAs work is that they seek out specific messenger RNAs or messages called, in our case, DUX4. And how they work is they prevent that protein from being formed. And I'll go into that on the next slide. Donc, ce mécanisme d'interférence par ARN, donc c'est un mécanisme naturel pour réduire un gène au silence. Donc, ça va cibler l'ARN messager et empêcher sa traduction, donc la production de la protéine dont il porte la recette. Et donc, chaque micro-ARN va aller chercher dans la collection de tous les ARN messagers qui passent dans le coin l'ARN messager spécifique auquel il peut aller se coller et pour aller empêcher sa traduction, donc empêcher la production de la protéine dont il porte la recette. Alors, elle vous montre un schéma d'un exemple de ces ARN. Vous voyez qu'il a une forme un peu en épingle à cheveux et elle va nous expliquer un peu plus loin comment ça marche. So you can think of RNAi working much like finding a needle in a haystack. So the microRNA works like the magnet. And you can think of all of the genetic information in your body being the haystack. And what we need to find is that one transcript that is DUX4. We'll think of that as the needle. So the microRNAs work by sequence specificity. So all of these sequences are unique. Each gene has its own unique sequence. Each messenger RNA has its own unique sequence. And so these microRNAs bind specifically to these sequences. So you can think of it as the magnet finding that needle and binding to it. And once this has happened, that's what causes the transcript degradation and stops the protein from being made. So it's all about that sequence. Donc, ce mécanisme d'interférence par ARN, l'élément clé pour que ça fonctionne, c'est la séquence des nucléotides. Donc, ce nucléotide, c'est le nom qui veut dire les lettres qui s'enchaînent pour former un ARN. Et on peut vraiment comparer, comme j'y faisais déjà un peu allusion sur les dias précédentes, on peut comparer ce micro-ARN comme un aimant qui va aller repérer dans toute la collection de tous les ARN qu'il y a dans une cellule, que l'on peut comparer à toutes les pailles dans un tas de paille, une botte de foin, je vais y arriver. Oui. Donc, tous les brins de foin dans une botte de foin, il va être capable d'aller reconnaître vraiment la petite brindille qui a exactement la séquence complémentaire à lui. Et donc, c'est ce mécanisme d'aimant qui va repérer une aiguille dans la botte de foin. Donc, on vous montre sur l'alignement des lettres, là, sur la partie droite de la diapo. Donc, dans l'ARN, vous vous souvenez, il n'y a pas de T comme lettre, mais c'est un U. Donc, les lettres, c'est A, C, G et U. Et c'est l'ordre des lettres qui définit l'information portée par l'ARN messager. Et donc, on a la même chose sur un micro-ARN. Hein, c'est fabriqué d'ARN, comme matière moléculaire, c'est de l'ARN. Il est petit et il va pouvoir aller reconnaître un ARN messager et s'y coller en formant des paires de bases
comme vous le savez, l'ADN, les deux brins de l'ADN sont complémentaires. Donc, quand il y a G sur un brin, il y a C en face de lui, qui se colle à lui. Quand il y a A, il y a T qui se colle à lui. Eh bien, ici, entre deux ARN, ils peuvent se coller l'un à l'autre également, avec les mêmes règles, le G en face de C, mais le A sera en face d'un U. Et de cette manière-là, comme chaque ARN a une séquence, donc l'ordre des lettres, qui est vraiment typique de lui, eh bien, on peut trouver un micro-ARN qui va aller se coller sur uniquement un ARN messager, celui dont la séquence est complémentaire. Et donc, c'est l'aimant qui va se coller sur l'aiguille et on va avoir à ce moment-là dégradation, donc formation d'un ARN double brin et dégradation de l'ARN messager. Il va être détruit et donc ne pourra pas diriger la production de la protéine dont il porte la recette. So as I mentioned, RNA interference or RNAi is the cell's natural way to turn genes on and off. And these microRNAs work with very specific signals. So each of these triangles represents a signal that a microRNA, that part of the processing goes on so that the microRNA can find its target and cause that degradation. So we felt that it's not necessary to try and improve upon what Mother Nature has already perfected. So instead, what we do is we take a natural microRNA, and instead of re-engineering the whole thing, we simply take out the guts. So this is just the part that targets each specific gene. And what we do is we replace those guts with one of our engineered microRNAs that is built to perfectly target DUX4. And we have tested every single sequence on DUX4 that is a candidate to be a good microRNA, because there are different factors that go into that processing. So each one of these lines above this cartoon of the DUX4 gene is a microRNA that we have tested for potential use in a gene therapy. And the one in red right here is the one that we have chosen and is the one that we're moving forward and will hopefully be soon in the clinic. Ok, donc comment ont-ils conçu leur outil pour cette interférence par ARN pour cibler DUX4, donc dans la FSHD? Donc ils n'ont pas essayé de tout refaire à partir de zéro. Ils ont dit, bon, ce système d'interférence par ARN existe naturellement dans les cellules, donc il a bien été mis au point par Mère Nature, comme elle dit, et donc on ne va pas se fatiguer à essayer de recommencer tout à zéro. On va partir d'un micro-ARN qui fonctionne bien dans le muscle, et on va simplement enlever ses tripes, comme elle dit, donc la partie centrale de ce micro-ARN, qui est situé entre les petits triangles qui sont indiqués sur le schéma. Donc, vous voyez deux triangles gris l'un en face de l'autre, deux triangles noirs l'un en face de l'autre. Donc, c'est cette partie-là qui va cibler spécifiquement un ARN messager. Et donc, ça, c'est ce qu'elle appelle les tripes de ce micro-ARN naturel. Ils ont enlevé ça et remplacé par une petite séquence qui correspond à une cible sur l'ARN messager de DUX4. Et donc, ce travail est un travail colossal. Vous voyez représenté dans le bas de cette diapo le gène DUX4 avec les exons 2 et 3, marqués X2, X3. Donc, ce sont les différents morceaux du gène. Donc, l'exon 1, c'est le premier morceau du gène qui contient la recette pour faire DUX4. Les exons 2 et 3 viennent derrière, et c'est à la fin de l'exon 3 que se trouve ce fameux signal de polyadénylation qui va stabiliser le messager. Et donc, toutes les petites lignes horizontales qui sont au-dessus de cette structure du gène DUX4 représentent chaque fois un petit morceau de séquence de micro-ARN qu'ils ont mis à la place des tripes de l'ARN, du micro-ARN naturel, pour les tester les uns après les autres. Donc, vous voyez là un travail absolument colossal de tester quels sont les bouts de l'ARN messager DUX4, donc qui est copié à partir du gène, qui vont être les plus sensibles à la liaison d'un micro-ARN qui va, à quel endroit le micro-ARN va-t-il le plus efficacement permettre la destruction
de l'ARN messager DUX4 pour empêcher la protéine DUX4 d'être produite. Alors, elle dit c'est celui qui est indiqué en rouge, le Mi405, qui est celui qui était le plus efficace. Et donc, dans le schéma qui est représenté en haut, on vous montre les différentes étapes de maturation d'un micro-ARN naturel. Donc, il est d'abord produit dans le noyau, il va subir différentes étapes d'élagage, il va passer ensuite dans le cytoplasme, la partie bleue, subir encore des étapes de maturation, avant finalement de s'associer avec des protéines, et ensemble, le micro-ARN et les protéines vont se lier sur le messager et le détruire. Lindsay, I wanted to ask you, the MI1155, if I remember correctly, in your trials of toxicity, you said it was the least toxic in mouse? 155, we thought was going to be a lead candidate because in our initial studies, it showed the best knockdown of the gene, but it was actually toxic in muscle at longer time points. So again, that's why we've had a strong focus on safety. Donc, je lui posais la question, le miRNA en bleu, là, le 1155, il me semblait me souvenir d'un congrès où elle avait dit que c'était celui-là qui était le plus efficace. Elle dit oui, effectivement, c'était le plus efficace, mais on s'est rendu compte quand on a fait des tests de toxicité chez l'animal que celui-là était toxique. Et donc, comme un de leurs critères majeurs, c'est la sûreté des produits qu'ils veulent un jour tester chez les patients, comme celui-là causait une toxicité chez la souris, ils l'ont laissé tomber et se sont focalisés sur le 405 qui est celui en rouge, et c'est celui-là qui va être développé maintenant en médicament. Alexandra, j'ai une question. Okay, question. Tout à l'heure, vous disiez, toi en traduction et Lindsay en naturel, elle disait que c'était naturellement présent, les micro-ARN. En fait, ça veut dire que ce sont quelque part des écouteurs, ce sont des choses qui sont produites sporadiquement, enfin régulièrement, mais voilà. Ou est-ce que c'est des choses qui sont produites une fois et qui restent ad vitam aeternam quelque part en la cellule? So his question is about the natural microRNAs. So he wants to ask whether they're produced like once and stays forever in the cell, or if they are produced at specific times for short periods. Different ones are regulated in different ways. Sometimes they're turned on, sometimes they're turned off. Some examples, maybe they're on at different times during development and then they are turned off. Others may be responsive to other signals that's going on in the body. But our engineered ones, the ones that we would be producing with the virus, would be constantly on as long as the vector is there. Donc là, sa réponse est de dire les micro-ARN naturels, ben voilà, ça va être très différent de l'un à l'autre. Il y en a qui sont produits dans des périodes très courtes, à des moments bien particuliers dans la vie d'une cellule. Il y en a d'autres qui sont présents de manière beaucoup plus fréquente. Donc, on va avoir une grande variabilité, autant qu'on en a pour l'expression des protéines à partir des gènes. Hein. Il y a aussi des gènes qui vont être transcrits pour donner des micro-ARN. Mais le micro-ARN particulier qu'eux développent pour en faire un médicament, il sera exprimé à partir d'un virus AAV. Et là, il est conçu de telle manière à être produit en permanence. Voilà. Et donc, ce micro-ARN sera là dans toutes les cellules de muscles, c'est ça en tout cas leur projet, de façon à être présent pour le moment furtif où DUX4 va être exprimé. Oui, et donc en fait, là, le messager DUX4 va se faire attaquer parce que le micro-ARN sera présent déjà dans la cellule avant que le messager DUX4 soit produit. Oui, parce qu'en fait, c'était aussi pour expliquer et pour être cohérent avec la recherche de faire une injection de soigné en une fois quelque part. Donc, il fallait en effet que ce virus, parce que ce micro-ARN plutôt, reste ad vitam aeternam. En fait, c'est le gardien d'éternité, quoi. So his question was mostly related to the fact that there will be a single injection of the therapeutic AAV. So obviously, it has to express its microRNA all the time, during the whole life of the patient after this single injection. Yes.
And we believe that it will. Et elle croit bien que ça va marcher. J'espère. I hope so. And I think that that's a perfect lead into this slide, because that's one of the things that we've looked at in our mice is the longevity of this microRNA, even under extreme conditions. So there are multiple DUX4 animal models that are out there. One that our lab has developed, we call the DUX4 mouse, and it is an inducible mouse, meaning that we can turn on high levels of DUX4 by feeding the mice tamoxifen, a drug that this mouse is then responsive, and it turns DUX4 on in response. So what we're looking at here is a unilateral injection. So we've injected one side of the mouse with our therapy, our microRNA against DUX4, and that was injected into this leg. And then in the same mouse, we have this side, which is an uninjected leg. And what the purple represents is all of these areas of damage. So here we see our treated muscles. And as I said, there are those round, healthy looking pink fibers. The nuclei, which are the purple dots, are around the outside of the fiber, which is where they're supposed to be. And then in our untreated side, we have some fibers that have those nuclei or those purple dots in the center of the fiber. And that's an indication that the muscle has died and subsequently regenerated. So there's been damage there. In this picture, you can see there's an accumulation of tiny dots here. That's showing where there's a fiber dying and perhaps inflammatory cells coming in to clear it out. So the microRNA is clearly protective in these mice, and these are at two different time points. So this one is at 8 weeks, and this one is at 1 year. So it continues to protect. And this graph is just a way to look at what this muscle histology is showing us. So we count percentage of central nuclei, which we use as an outcome for muscles that have died. And we've got various constructions of this same microRNA 405. We've just changed the vectors a little bit or changed the capsids some. But in every single case, this microRNA, this microRNA gene therapy is able to protect the muscles. And we've got significant reduction in this muscle death. And again, here we can exploit those reporter genes that I talked about earlier. So this particular vector we injected has both the microRNA and a reporter. And so we can see that we're still getting good expression from this vector even after a year, which, by the way, is more than half of a mouse's lifespan. So it's long lasting here. OK. Donc, ici, c'est l'essai qu'ils ont fait sur un modèle animal de la FSHD. Donc, c'est une souris qu'ils ont développée dans leur laboratoire, qu'ils appellent la souris TIC DUX4. Et donc, c'est une souris qui a le gène DUX4, mais ce gène est inductible. Donc, on peut donner une drogue donc, qui s'appelle du tamoxifène dans la nourriture de la souris. Et au moment où cette substance est donnée, le gène DUX4 va être activé. Et puis après, on peut l'enlever et le gène DUX4 va s'éteindre et puis on peut remettre et de nouveau le gène DUX4 va être activé. Donc, ils ont vraiment un contrôle de l'expression du gène DUX4 grâce à cette substance. Alors, le vecteur AAV qu'ils utilisent est représenté en dessous de la souris. Donc, vous voyez en bleu, c'est la partie, le gène qui va permettre de fabriquer le micro-ARN 405, qui est leur meilleur candidat. Et à côté, ils ont mis le gène rapporteur de la protéine fluorescente verte, comme tout à l'heure. Donc, c'est un virus qui contient deux gènes. Un gène qui va donner le micro-ARN, qui va aller cibler l'ARN messager DUX4, le détruire et donc empêcher la production de la protéine. Et d'autre part, le gène rapporteur, qui permettra de produire la protéine fluorescente verte. Et donc, ils peuvent s'assurer que leur virus a bien pénétré dans le muscle si le muscle devient vert. OK ? Alors, donc en bas, toujours dans la première colonne, donc on a la souris en haut, on a le vecteur AAV en dessous.
Et tout en bas, on voit les muscles de deux pattes de souris. La patte gauche qui est une patte dans laquelle ils ont injecté le virus. Et vous voyez que le muscle est tout joli, tout rose, en pleine forme, alors qu'il exprimait DUX4. Et la patte droite, donc de ce même animal, exprimait DUX4, mais n'a pas été traité avec le gène thérapeutique, avec le vecteur AAV. Et donc là, vous voyez en bleu une grande surface atteinte. Donc, ce sont des régions où le muscle a été détruit, où on a énormément d'inflammation, donc toutes ces cellules du système immunitaire qui viennent pour dégager tous les débris de muscles. Donc, vous voyez l'état catastrophique de ce muscle quand ils expriment DUX4 dans la souris et qu'on réussit à protéger complètement le muscle quand on injecte le AAV, donc dans l'autre patte de la souris. Alors, au milieu, les images carrées vous indiquent des gros plans sur ces muscles d'une patte traitée par le virus à gauche et pas traitée à droite, donc avec 8 semaines de traitement, puis en dessous 1 an de traitement. Et donc, elle voudrait attirer votre attention, je ne sais pas si vous le voyez vraiment à ce taux d'agrandissement, mais donc ce sont des images où on coupe les fibres musculaires comme des tranches de saucisson. Donc, vous voyez apparaître chaque fibre comme un petit rond. Et dans les tissus normaux, le noyau que l'on peut voir de ces fibres musculaires va se trouver en périphérie, autour du petit rond, près du petit rond. Tandis que dans les animaux dont des fibres musculaires ont été tuées par DUX4, il y a un processus de régénération musculaire qui se met en route et on voit apparaître des nouvelles fibres qui ont le noyau au milieu de la fibre. Et donc ce critère d'avoir le noyau repéré au milieu de la fibre, donc au milieu du petit rond, c'est un critère pour dire nous avons maintenant une régénération musculaire, c'est la preuve qu'il y a eu des dégâts musculaires à l'étape d'avant. Et donc en prenant ce critère, vous voyez le petit graphique en haut à droite, on calcule le pourcentage de fibres avec le noyau central selon le traitement qu'ont subi les différents muscles. Donc, on va regarder au microscope et on va compter le nombre de fibres dans lesquelles on voit un noyau central ou pas. Et donc, le contrôle, c'est l'animal qui n'a pas été traité avec ce vecteur de thérapie génique. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de différence dans le nombre élevé de noyaux centraux dans les deux pattes. Tandis que sur les 3 échantillons à droite, donc ce sont 3 animaux où ils ont à chaque fois une patte qui a été traitée avec donc, le AAV qui donne le micro-ARN qui va détruire le messager de DUX4. Donc là, il n'y aura pas de dégâts de muscles, donc il n'y aura pas besoin de régénérer. Et par contre, l'autre patte qui, elle, a eu les dégâts causés par DUX4, a eu besoin de régénérer. Et vous voyez que le nombre de noyaux est beaucoup plus élevé à chaque fois dans la colonne de droite par rapport à la colonne de gauche. Donc, vous voyez à peu près 25 à 30% de fibres avec un noyau central quand on n'a pas traité. Et ce chiffre descend entre 5 et 10% quand on a mis un vecteur qui exprimait le micro-ARN contre DUX4. Et la différence qu'il y a entre les points bleus, les points rouges et les points gris, c'est simplement des petites variations dans la structure du vecteur viral qui est utilisé. Et dans les 3 cas, c'est le micro-ARN 405 qui est exprimé. Et donc, vous voyez qu'il est efficace dans tous les cas. Alors, finalement, pour répondre à la question de Vincent, combien de temps est-ce que ça va marcher, ce virus qu'on a injecté une seule fois? Pendant combien de temps va-t-il produire son micro-ARN? Donc là, on voit en bas à droite toutes des petites photos de muscles de différentes souris qui ont été traités pendant 1 an avec ce vecteur. Donc, je vous rappelle qu'il porte le gène rapporteur pour la protéine fluorescente verte. Donc, vous voyez que 1 an après l'injection, on a encore tous les muscles injectés qui sont verts. Donc, c'est la preuve que les gènes qui sont dans ce virus fonctionnent. Donc, la protéine fluorescente verte que l'on détecte ici, et ça suggère que le micro-ARN 405 est exprimé également là-dedans. 1 an, c'est la moitié de la vie d'une souris. Donc, c'est vraiment une expression pendant très très longtemps à partir d'une seule injection de ce virus. Et
autre petite question, parce que ça me vient comme ça, mais ça signifie que ce virus, en fait, quand on va faire de nouvelles cellules, le virus, il va également être dans ces nouvelles cellules qui vont être produites. So very interesting question from Vincent. He says, okay, there's a single injection of AAV, but if the muscle has to make new cells, will it incorporate a virus in his new cells? So we believe that it can, because as new muscle cells are made, they tend to fuse to fibers that are already there. And if there is AAV in that fiber, from what we've been able to see with our reporter genes, it seems to go into the new muscle as well. So if the muscle is completely wiped out, then no, then you lose the AAV. Mm-hmm. But if there's still a portion of it and new fibers can fuse into it to repair or come in, then we can see transmission. Mm-hmm. Donc, très bonne question, Vincent. Donc, ce qu'elle dit, c'est que si une fibre musculaire est complètement morte et qu'une nouvelle fibre doit se faire à partir de rien, à partir de quelques cellules, donc là, évidemment, il n'y aura pas de virus dedans. Mais dans la toute grande majorité des cas, quand il y a une lésion à une fibre, l'entièreté de la fibre ne meurt pas. Et le muscle enclenche un processus de régénération. Il va activer ces cellules satellites qui vont proliférer et qui vont venir fusionner avec ce qui reste du muscle abîmé, de la fibre musculaire abîmée. Et cette vieille fibre musculaire, elle contient le virus AAV. Donc la nouvelle fibre va avoir, puisque c'est une immense cellule avec tous les petits noyaux dedans, donc le virus qui était présent dans le résidu de fibre abîmée va pouvoir se promener à l'intérieur de la nouvelle fibre quand elle aura été régénérée. Donc, ce qui est très bien avec cette technologie, cette technique, si ça fonctionne, et je suis sûr que ça va fonctionner, c'est que ça va nous obliger à apprécier nos vieilles fibres musculaires en fait. So psychologically, he says it's a very good idea because if this approach is working, and he believes it will be working, patients will have to appreciate their old muscle fibers for which they had not much love up to now, because they will be the ones providing the virus to the new fibers. They will. Yes. Cherish them. So I can show you all the pictures that you want of muscles that look better, but I don't think that's what anyone wants to see. Everyone wants to see them work better. So that is what we're looking at here. So I'm going to show the video first, and what's in the video is unfortunately not a treated mouse, but it is a mouse that is expressing DUX4, and then it's wild type or its brother or sister who's not expressing DUX4. And I just want you to appreciate the difference in their movements. Donc elle dit, on peut vous montrer des photos de muscles pendant encore des heures, mais ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment la fonction des muscles. Et donc là, elle va vous montrer une vidéo de souris qui se baladent. Donc il y a une des deux souris qui exprime DUX4 et l'autre qui ne l'exprime pas. Donc ce n'est pas une souris qui a été soignée par un virus en thérapie génique, mais au moins c'est la différence qu'il y a entre une souris qui a du DUX4 et une souris qui n'en a pas. So this one is the one without DUX4. The one on the top has DUX4. And this is, you can see the other one is running around the cage a lot more. The one expressing DUX4 is a little bit slower, a little bit wobblier, and it doesn't come up on its hind legs as much. You can see this one coming up here, and that's what we call rearing. Ok, donc c'est la souris de gauche qui circule beaucoup, c'est celle qui n'a pas DUX4, et celle qu'on voit monter là sur la droite, elle a vraiment du mal à marcher et elle essaie d'éviter d'utiliser ses pattes arrière. Et donc c'est celle-là qui exprime DUX4
elle est beaucoup plus lente et elle oscille, là, elle est vraiment pas en forme. Donc en fait, j'ai aussi une autre remarque, mais en la voyant, on s'est reconnu, Alexandra, on se reconnaît bien entre F et H en fait. Et finalement, je crois que n'importe quel chercheur, même le pire, pourrait donner Dux4 au pire animal qu'on peut détester, on l'apprécierait cet animal, je pense. Parce qu'on a pitié, enfin on a mal pour lui de le voir claudiquer comme ça. On sait ce que ça représente en fait. So he says it's very moving for him to see this poor mouse with Dux4 because this way of walking is so much reminding him of what he does when he tries to walk. And every patient should have pity of these poor mice that have Dux4 because they know from the inside what the problem might be for these mice. Well, then you'll also appreciate these next graphs because it shows the improvement. So, donc, tu vas encore apprécier davantage les prochains graphiques qu'elle va te montrer qui montrent l'amélioration grâce à son vecteur de thérapie génique. So if you can imagine these same mice in a box, but now that it's covered in grids of lasers that record every time one is broken. So every time they pass through walking or every time they rear up, they're breaking a laser. And we take those recordings across an hour a day, 3 days a week, and average them. And that's what we look at and consider their activity or their rearing capability. Donc là, elle dit maintenant ce qu'on fait en pratique, c'est que les souris qui ont été traitées ou pas traitées, on va les mettre dans une boîte qui est couverte par un réseau de faisceaux laser. Un petit peu comme dans le film sur Netflix sur Arsène Lupin, là, quand il veut aller voler le collier. Il doit passer à travers tous des lasers sans les cogner, tous des faisceaux laser. Et donc ici, les souris, évidemment, vont à tout moment interrompre ces faisceaux laser. Donc, on va enregistrer pendant 1 heure par jour, 3 jours par semaine, toutes les cages. Et donc, chaque type de souris, et on va faire des graphiques en faisant la moyenne des mouvements détectés par les souris. So what we can see is we are inducing these mice. I said these mice, we can give them tamoxifen and induce pretty high levels of DUX4 turning on every time we give this. So these particular mice received tamoxifen weekly for 10 weeks. So they're getting hit with very high levels of DUX4 on a weekly basis. They received their one-time injection before we started this. And what you can see is the trends of how these mice reacted. So this black line is untreated mice. So they're mice that are being induced to express DUX4, but they have no treatment. And you can see that their total activity declines and stays well below the green bar, which is the wild type mice or the mice that do not have the DUX4 gene. The same thing with the rearing. You have a drastic decline. What I want to point your attention to. So, excuse me, what do you mean by rearing? Is that the way they that's take when care they of their stand kids? up. Sorry? That's when they stand up on their hind limbs. So okay. It actually takes a lot more muscles. It takes core muscles. It takes, lower limb, upper limb. So it tends to be a little more sensitive of a readout than just breaking the X plane. Ok. Donc là, le graphique du haut, donc dans l'expérience, ils ont d'abord injecté le virus de thérapie génique. Et puis après, ils ont donné une dose de tamoxifène 1 fois par semaine. Donc, je vous rappelle, le tamoxifène va induire l'expression du gène DUX4 dans ce modèle de souris. Et donc, la ligne noire vous montre la souris qui n'a pas été traitée avec le virus qui produit le micro-ARN contre le messager DUX4. Et donc, vous voyez, la ligne noire descend très, très fort. Donc, ces souris ont vraiment des dégâts au niveau de leurs muscles à cause de DUX4, elles n'ont pas de médicaments. Et par contre, quand on va leur donner le médicament, donc ça va être les lignes bleues et rouges, vous voyez qu'on retrouve à ce moment-là des mouvements très semblables à la souris qui n'a pas exprimé DUX4 et qui est représentée en vert. Alors, en dessous, au lieu de mesurer le nombre de fois que les faisceaux laser sont coupés par le passage de la souris, on a regardé le nombre de fois que la souris peut se dresser sur ses pattes de derrière.
Elle dit ça, c'est encore un paramètre plus facile à détecter parce que on a besoin de plus de force musculaire pour arriver à faire ça. Et donc, vous voyez le même topo. Donc, la ligne noire, c'est des souris qui ont exprimé DUX4 mais qui n'ont pas le médicament. Et en rouge et bleu, ce sont les souris qui ont eu l'injection du virus avec produisant micro-ARN. Et en vert, les souris qui n'ont pas DUX4. Juste petite précision, Alexandra, peut-être que j'ai mal compris ou mal entendu, mais je ne pense pas, mais j'ai des petits commentaires qui disent génial ces deux souris. En fait, les deux souris qu'on voit là, il y en a une qui est saine, qui n'a rien, et une qui a DUX4. Donc, voilà. On ne voit pas encore l'effet du médicament dans l'une des deux, quoi. Non, on ne le voit pas, mais donc ça correspondrait... Oui. Ça correspondrait à la ligne verte sur le schéma, c'est-à-dire la souris qui n'a pas eu DUX4. Voilà. Et vous voyez que la souris qui a eu DUX4 et qui a eu le médicament, ce sont les lignes rouges et bleues qui se superposent très très bien avec la ligne verte. Mais donc là, le comportement d'une souris traitée par son médicament, malgré sa production de DUX4, va être tout à fait le même que celui d'une souris qui n'a pas eu de DUX4. Mais là, ce qu'on voyait, l'une des deux souris, il n'y en a aucune qui est traitée là. Enfin, il y en a une qui est traitée au DUX4, mais l'autre est normale, on va dire, sans traitement. C'est ça. I just wanted to make sure which mouse was what in the video. And I said, okay, you don't have the mouse that has been treated on the video, but you can imagine the behavior is very similar to the one for the wild type, which is the green line on your graph. And the ones that have been treated, although they had DUX4, they are the blue and the red lines, and they really overlap with the green one. Yes, yes. And I'll just point out that the red line is the one, this is the same viral coat or the same viral capsid that was used in the spinal muscular atrophy gene therapy. And it is likely the one that we are taking through. And these vectors were delivered using the same route that we are proposing for a clinical trial. So these are an IV delivery. So you get an infusion, and then we rely on the vasculature to take the virus and distribute it all throughout the body. Donc la différence qu'il y a entre la ligne rouge et la ligne bleue, c'est que le virus a un manteau différent, a une capside différente. Donc, soit c'est le AAV6, soit le AAV9. Et donc, le 9, c'est celui qui est le même que celui que les cliniciens de leur hôpital ont utilisé pour soigner le petit bébé atteint de SMA, donc d'amyotrophie spinale. Et donc, c'est celui-là qu'ils ont l'intention de tester dans les essais cliniques qu'ils feront par la suite. Et le mode d'administration de ce virus aux souris est le même que celui qui a été utilisé pour ce bébé et qui sera utilisé dans leurs essais cliniques, c'est-à-dire que c'est une injection intraveineuse de la suspension de virus. Et donc, ils ont fait ça chez la souris pour être vraiment dans les conditions les plus proches possibles de ce qu'ils feront quand ils en seront au stade de l'essai clinique. And then I'll just point out that even though DUX4 is continually being expressed here, again, we still see the presence of the microRNA. So it persists even though DUX4 is being turned on. And that's what we can see in these bars here. And then over here, we're looking at biomarkers. So this is important for us because this is how most clinical trials for FSHD are currently being conducted. You have to show a reduction in biomarkers. And so we can also see a reduction in the mouse biomarkers that are responsive to DUX4 following this treatment. Okay, and so what are you looking? Sorry, I missed that. Sorry. So this graph... It's just one target gene, right? This graph is showing that our microRNA, the 405, so our therapy is persisting all throughout this study. So these are the muscles at the termination of the experiment. So even following 10 weeks of high induction of DUX4, we still see high levels of the microRNA present in all the muscles we looked at. Ok. Donc, le premier graphique en bas, celui de gauche, c'est sur le niveau d'expression de leur micro-ARN au moment de la fin de l'expérience. Donc, ils ont traité les souris pendant 10 semaines et au bout des 10 semaines,
ils vont les sacrifier, et prélever les muscles et doser dans les muscles la quantité de micro-ARN qu'il y a. Et donc, on voit que dans les différents muscles, comme quadriceps, tibialis intérieur, etc., les différents types de muscles, ils ont toujours une très grande quantité, donc potentiellement thérapeutique de leur micro-ARN, donc tout va bien. Et puis alors, le graphique de droite, il faut regarder des biomarqueurs. Et donc, si DUX4 est exprimé, il peut activer l'expression de gènes cibles. Et donc, on regarde ici, au niveau d'un gène cible particulier, si DUX4 est détruit, il ne va pas pouvoir activer son gène cible. Et donc, c'est ça que l'on observe, toujours avec le même code couleur. Donc, ce qui est en bleu et en rouge, ce sont les animaux qui ont été traités. Et donc, on voit que le niveau d'activité de ce gène cible de DUX4 est fortement diminué quand le micro-ARN a été présent, donc parce qu'ils ont été injectés par le virus de thérapie génique. All right, so I hope I've convinced you that this RNAi gene therapy protects FSHD mice. And what I want to show you on this slide is that it also protects in patient myoblasts. So we can take cells that were grown from patient muscle biopsies. These muscle cells express DUX4, which we can see by these brown spots here. And when we treat them with our microRNA, we can see a drastic reduction in the DUX4. So it's not only working in mice, it's also working in the only way we have to test it in patients before we're actually in a patient. So it works really well. It seems safe. And again, we have tested the safety in about 400 mice over the course of a lot of years and in human cells. And so I think I'll just skip over this for time's sake. Can you go back one slide that I could explain it? Sorry. Oops. I keep forgetting. No problem. Et donc, ça marche chez la souris, elle vous l'a déjà montré, revoilà des images qui le prouvent, mais ça marche aussi dans des cellules qui proviennent de muscles de patients et qu'on cultive dans des boîtes en plastique au laboratoire. Et donc, vous voyez sur l'image du haut la détection de l'ARN messager DUX4 qui apparaît en petits grains bruns. Donc, c'est une méthode de mise en évidence de l'ARN messager DUX4. Et quand ils mettent le micro-ARN 405 dans ces mêmes cellules provenant de muscles de patients, on voit disparaître ces petits grains bruns. Donc, ils arrivent à éliminer complètement l'ARN messager DUX4 aussi dans des cultures de cellules de muscles de patients. Alors, ça marche très bien. Vous voyez à gauche l'image là où on montre qu'on supprime complètement la protéine DUX4 et ça paraît très sûr. Donc, ils ont travaillé pendant une dizaine d'années au total sur environ 400 souris et un grand nombre de lignées de cellules humaines. Et donc, ils n'ont pas observé de toxicité avec ce micro-ARN 405. Juste, Alexandra, c'est quoi le GAP-DH? GAP-DH, si tu veux, c'est un contrôle interne. Okay. D'accord. Donc, voilà, c'est pour s'assurer qu'on a bien extrait toutes les protéines en quantité similaire pour comparer d'un échantillon à l'autre. Très bien. Wanted to know what the control was, GAP-DH. Oh. Okay. Just to show the same amount of protein as in all of them, but the DUX4 protein is drastically reduced. Oui, donc pour montrer qu'on a bien chargé la même quantité de protéines dans tous les échantillons et qu'on réduit fortement la protéine DUX4 et pas les autres. Exactement. All right, so the summary that I have for you here is to really touch on the things that regulatory agencies are looking for. We have to show target engagement. So we have to show that our therapy is targeting what we think and that is targeting DUX4. And so we have shown that we have good targeting of the gene, that it reduces the protein, which is the important part because that's what does all of the mischief in the muscle, and that it is protective of the toxic effects. And so this is our target engagement. Okay, so I will translate that and then we'll go to the others afterwards. Donc cette diapo, elle est très chargée, mais elle est très importante
parce qu'elle a repris là-dessus les 4 points majeurs qui sont imposés par les agences de régulation du médicament. Et donc, si on veut espérer un jour que ceci sera un agent thérapeutique qui sera vraiment utilisé chez les patients, il faut absolument répondre à ces 4 critères. Donc, le premier critère, c'est ce qu'elle appelle l'engagement de la cible et l'efficacité in vitro. Donc, c'est que son micro-ARN a 2 sites de liaison de haute affinité sur le messager de DUX4, donc c'est l'aimant qui va aller se coller sur l'aiguille de la botte de foin, que la présence de ce micro-ARN va réduire de manière significative la quantité d'ARN messager de DUX4 dans des cellules de patients, de muscles de patients en culture, que ce micro-ARN protège la cellule musculaire des effets toxiques de DUX4, il empêche la mort des cellules et il empêche des dégâts au niveau de l'ADN de cette cellule. Then we need to show that it provides functional benefit. So we have to go beyond the cosmetics. We can't just say it looks better. We have to prove that it's working better. And so for this, we go into our animal models. We've used the TICDUX4 mouse, and we can show that with IV delivery, that this AAV gene therapy improves the mice and their muscle function, and that this is sustained. So for as long as we've looked, this has been sustained in these mice. Donc la deuxième exigence de ces agences d'autorisation des médicaments, c'est de montrer qu'on a un bénéfice fonctionnel. Donc ici, c'est dans le modèle de la souris TICDUX4, montrer qu'une administration intraveineuse de ce virus va augmenter de manière significative l'activité des souris qui ont été traitées et leur capacité de se redresser sur leurs pattes arrière, montrer que l'expression de ce micro-ARN va durer au cours du temps après l'administration une seule fois, donc par voie systémique, c'est-à-dire l'entièreté du corps, et que ça, ils sont à l'aise parce qu'au moins pour 13 semaines après l'injection et avec une induction de DUX4 chaque semaine pendant 13 semaines, il voit vraiment une amélioration très forte chez la souris. So we also think it's important to point out that there are both histopathological, so the muscles look normal, they're protected, and their molecular signatures, so the genes coming off of them are also normalized. So everything is kind of taken back to a wild type state of those mice that don't have DUX4. Donc, il est très important comme troisième point de montrer par une étude histopathologique du muscle. Donc, on va couper le muscle en tranches et on va étudier les différents paramètres de ces fibres qu'on voit à ce moment-là et des problèmes d'inflammation, etc. On montre qu'il y a vraiment une protection dans ce modèle de souris par son virus MI405. Donc, on a une protection contre les dommages causés par DUX4 qui dure jusqu'à 1 an après une seule injection. On va observer une normalisation du nombre de fibres musculaires qui ont un noyau central. Donc, si ces fibres sont typiques d'une régénération musculaire, si on diminue le nombre de ces fibres, c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin de régénération puisqu'il n'y a pas de mort musculaire. Et ensuite, il faut arriver à normaliser l'index histopathologique, donc qui est une manière d'évaluer les dégâts au niveau du muscle par ces méthodes d'analyse. Juste, Alexandra, j'ai une petite question, même plusieurs petites questions qui parlent de l'usage du tamoxifène dans la présentation qu'on a faite à l'instant là. Donc le tamoxifène, est-ce que c'est une molécule qui est utilisée dans les essais qui sont faits là? Non, pas du tout. So Lindsay, this is a question about tamoxifen. Mm-hmm. So they are wondering whether it's important to use that in the clinical assays, so they're obviously mixed up by the artificial DUX4 gene that requires that.
So actually, a lot of the experiments that we had to perform were showing that tamoxifen was not affecting it. And so our control mice got tamoxifen, but we've also done studies so we can induce DUX4 to turn it on very quickly, or we can let these mice age. And over time, they accumulate pathologies much like you would see in a patient. It's just slower, so it's harder to test. But we can see appreciable differences by 6 months, 9 months, 1 year. So we've also done experiments in these mice with no tamoxifen, showing that the microRNA is just as effective up to a year long, and that it can protect against this leaky expression or this build up, I guess, would be the way, the progressiveness of it. Ok. Donc, en fait, le gène DUX4 qu'ils utilisent donc, dans cette souris, donc c'est une souris qui est un modèle artificiel. Donc, ils ont fabriqué un gène DUX4 qui va être activé par la présence de tamoxifène. Donc, ce n'est pas du tout le cas dans un muscle humain. Hein, c'est vraiment le truc de leur souris. Alors, quand ils mettent du tamoxifène, ils obtiennent une production très importante de DUX4, pardon, mais ils se sont rendus compte que s'ils n'administrent pas de tamoxifène, leur système de gène DUX4 artificiel chez la souris va avoir des fuites qui vont permettre de produire DUX4 sans avoir l'induction par le tamoxifène. Et donc, s'ils attendent 6 mois, 9 mois, 1 an, il va y avoir progressivement production de DUX4 à petite dose et qui va causer des dégâts au niveau des muscles. Et donc, dans ce modèle-là, où il n'y a pas eu besoin de donner du tamoxifène pour induire DUX4, où la quantité de DUX4 est plus faible, eh bien, l'utilisation de leur virus AAV-MI405 protège aussi contre les dégâts. Donc, il n'y a pas du tout besoin de tamoxifène, c'est simplement pour faire des expériences plus rapides, des dégâts plus drastiques au niveau des muscles. Et très bien, c'est la réponse qu'on faisait, mais en effet, c'est bien que ce soit fait par des scientifiques. Okay. Okay, so this is data that I didn't show you because it's just one boring graph, but there's also an animal model called a xenograph, where we take a living mouse and we can essentially demolish the mouse muscle and repopulate it with patient cells. And so that is what we've done here, and then delivered the gene therapy. And what we see is a reduction in the DUX4 biomarkers. So this is a readout of the human biomarkers. And so we see a good reduction in that. Donc pour le dernier point vraiment important pour les organismes régulateurs des médicaments, c'est de montrer qu'on a un effet dans quelque chose qui ressemble le plus possible à un muscle de patient. Et donc le modèle qu'ils utilisent, et elle ne l'a pas montré, c'est qu'ils prennent une souris dont ils vont aller détruire complètement un muscle en injectant un produit, une toxine. Et puis, on va injecter des cellules de patients atteints d'FSHD dans le résidu de muscle qui a été détruit. Et ces cellules vont reconstituer un muscle. Donc, on va avoir un modèle, ce qu'on appelle de xénogreffe. Donc, cette xénogreffe, ce sont des cellules humaines qui vont former un muscle humain à l'intérieur d'un corps de souris. Et donc, avec ce modèle-là, comme on part de cellules qui proviennent de patients atteints d'FSHD, il va y avoir expression de DUX4 et ils vont pouvoir vérifier si l'injection de leur AAV qui produit le micro-ARN 405 va diminuer la production de DUX4 dans ce muscle humain à l'intérieur d'un corps de souris. Et c'est effectivement ce qu'ils observent. And then the last bit is just looking at safety. We can see a dose response, meaning that we're clearly representing various levels of our therapy, and that they're safe early and that they're safe at later time points, and that not only the muscles are safe, but also all of the other organs. And so the last part was that these have been very safe for MI405.
Et donc, maintenant, le dernier point, c'est de s'assurer qu'il y a ce qu'on appelle une dose-réponse, c'est-à-dire que plus on injecte du virus, plus on va avoir un effet, qu'il y a une biodistribution donc distribution dans différents tissus chez la souris. On va vérifier qu'il y a bien dans le muscle, qu'est-ce qui se passe au niveau du foie, des reins, etc., tous les tissus. S'assurer qu'il n'y a pas de toxicité dans les différents tissus. Donc, on va analyser le foie, les reins, etc., pour voir s'il n'y a pas d'évidence de toxicité du médicament potentiel qui a été injecté. Et donc, il faut essayer 2 moments après l'injection, 1 et 5 mois, et 2 doses différentes pour s'assurer que c'est vraiment sûr, qu'il n'y a pas de risque de toxicité chez ces souris. Et donc, ça a été fait. Et donc, elle est vraiment rassurée de ce côté-là, tout va bien, quoi. Everything under control. So does this seem like a good place to stop for questions? I think so, huh? Yeah. So you're probably frustrated. Maybe you could show your very last slide. Yes. Okay, great. Moi, Or here, maybe this one. Oui, voilà. Okay. These are some of the other things that the lab's been working on. So the RNAi therapy is what I've shown you most today. We have a CRISPR-Cas13, which is a different way. It's not genome editing. This is also a way of silencing the message. So it's a different kind of CRISPR than what you may have heard of before. We have U7 therapies, which are essentially using oligotherapies and delivering them with AAVs. And then we've got follistatin, which can increase strength, and then natural microRNAs, which maybe we found one that seems to target DUX4, but also help with regeneration. So that's another interesting project that we have going on in the lab. So. Donc ça, ce sont les autres projets qui sont en cours dans le laboratoire et dont elle n'aura pas le temps de parler. Ils essaient vraiment de bloquer le messager DUX4 par tous les moyens. Et donc, ils ont le système CRISPR-Cas13. Donc, vous vous souvenez, souvent, on vous parle de CRISPR-Cas9 et qui va cibler l'ADN et introduire des cassures dans l'ADN. Ici, le Cas13 va cibler l'ARN de DUX4, de nouveau. Donc, on ne touche pas au gène, mais c'est une autre façon de détruire l'ARN messager de DUX4. Le système U7 snRNA, c'est aussi une autre manière d'aller cibler le messager DUX4. Ça fait une ils essaient aussi de cibler le gène avec le CRISPR-Cas9. Ils essaient aussi d'améliorer la force musculaire d'une manière générale en mettant un virus qui va exprimer la follistatine. La follistatine est un inhibiteur de la myostatine. Donc, la myostatine est un frein au développement du muscle. Si on donne le frein du frein, on va permettre le développement de la régénération du muscle. Et aussi, ils recherchent des micro-ARN qui sont naturellement présents dans le muscle et qui pourraient cibler le messager de DUX4. Et ils recherchent des médicaments, des drogues, des produits chimiques qui pourraient augmenter la quantité de ces micro-ARN naturels ciblant le messager DUX4. Now, you know, Lindsay, what we could do is perhaps ask Scott to come and talk about all these other things in another conference, in another day. Yeah, sure. Or as I said, Nazar, the one studying the natural microRNAs, wouldn't even need a translator as he's fluent French. And, you know, I'm sure Bruce... Un des chercheurs de l'équipe qui s'appelle Nizar et qui a fait sa thèse en France. Donc, il parle très bien le français. Et c'est lui qui travaille sur ces micro-ARN naturels. Il pourrait très bien venir expliquer ce qu'il fait sans avoir besoin de traduction. Sinon, son patron, Scott Harper, pourrait venir parler d'autres choses et je pourrais nous parler de l'U7, hein, parce qu'il y a eu une publication l'année dernière, en fin d'année, il me semble, sur l'U7. Oui. And he would be interested in listening to the U7 story because there was a recent publication on that. Yes, that's a Fruz, and I'm sure she's also the one that works on the CRISPR project, so I'm sure she would be happy to give a presentation as well. Okay, that's great. Ouais.
our Zoom is your Zoom. You want when you want. Just one thing. J'ai une question en fait. Global. Je ne sais pas si l'INSEE elle va pouvoir répondre, mais c'est quelque chose qui est apparu un petit peu sur Facebook tout à l'heure. En fait, il y a quelqu'un qui disait, vu que la stratégie existe pour l'amyotrophie, c'est-à-dire l'AAV qui peut aller soigner et que apparemment c'est miraculeux, finalement, si on avait la même chose pour soigner la FSH, le médicament pourrait ne pas coûter si cher que ça, dans la mesure où il y a la technologie. Ce à quoi moi je répondais que ce n'était pas tellement la technologie du véhicule qui faisait le prix, mais plutôt ce qu'on mettait dans le véhicule. Mais quelque part, l'INSEE, est-ce qu'elle a une idée de ce que sa thérapie, l'ordre de grandeur du coût de sa thérapie, si jamais ça arrivait jusqu'à la fin d'un essai clinique? So the point is about the miraculous AAV therapy for SMA, and so the big worry of people is the price of such a therapy. It was presented as the most expensive drug in the world, and it's a question from different patients saying they hope that since this would be a second time that a similar approach would be used, that perhaps it would be less expensive here for FSHD than it is for SMA. So you see, they already are at the point where they believe it will work. I believe it will work too. Right. And, you know, the price is complicated because the amount of virus needed to transduce an adult is large, and that's expensive. Yeah. So in order to get anyone to fund this research, there has to be at least a little bit of a profit margin. And so the price will likely be high, but I think this is something that all of the, you know, insurance and organizations are starting to work out. I know that the way that it's been presented many times to insurance companies is if you look at a one-time lifelong treatment of a gene therapy, and you compare that to the yearly cost of, you know, an untreated patient, and it's actually a cost benefit to do the one-time expensive treatment. And I know that for Zolgensma, which is the SMA trial, they've worked out, Novartis, the company who owns that now, has worked out with many insurance companies payment plans, essentially. So I'm not exactly sure how it would work, but this is something that's going to be on the forefront of everyone's minds since gene therapies are becoming a reality and they're becoming more and more available. I can't speak to what pricing might be, but it's definitely something that you know, regulatory and insurance companies are all thinking about. You know, we obviously don't want to produce a therapy that no one can get, so that's not the goal. Oui. Donc elle dit effectivement une partie du prix va être la quantité de virus, le nombre de particules virales qu'il va falloir produire pour faire une injection à un adulte par rapport à la quantité de virus qu'il faut pour les bébés dans le cas de la SMA. Bon, maintenant, au point de vue du prix, elle n'a évidemment aucune idée de comment ça va s'organiser. Elle est très contente qu'on pose la question parce que c'est la preuve qu'on croit qu'effectivement ça va marcher. Elle en est elle-même convaincue. Et donc la subtilité aussi, c'est la discussion de Novartis qui produit le Zolgensma, donc ce médicament pour la myotrophie spinale, c'est de dire un médicament très cher qu'on doit injecter une seule fois et le reste de la vie du patient, il ne doit plus avoir de traitement coûteux. C'est un avantage pour les organismes d'assurance de santé. Et donc, dans le cas de la FSHD, si avec une seule injection de ce virus, on peut éviter tous les traitements que l'on doit faire pour garder les patients plus ou moins en forme actuellement, avec évidemment une situation qui se dégrade au cours du temps, il est vraisemblable que les organismes
d'assurance santé vont préférer payer une fois un médicament très cher et ne plus devoir intervenir après dans la vie des patients. En fait, oui, ça c'est, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Le constat est celui-ci, mais ce qui est assez amusant de constater, c'est que ce discours-là, en fait, il est porté par les laboratoires qui, dans le prix du médicament, finalement, inclut une sorte d'économie du coût social sur le futur, ce qui finalement n'est pas du tout justifié, parce que ça voudrait dire que finalement, il devrait rembourser de l'argent si quelqu'un mourait l'année suivante de son injection. Ça, c'est dans l'hypothèse où on va avoir une espérance de vie de 90 ans et qu'on est soigné très jeune et qu'en effet, le coût social sera économisé en payant très cher une fois. Mais grosso modo, sur des pathologies qui sont très lourdes ou qui vont nécessiter beaucoup d'interventions médicales, oui. Sur la nôtre, c'est un débat qui pourrait être plus vaste parce que nous, à part des fauteuils roulants et quelques équipements à droite à gauche, on ne coûte pas très très cher en fait en soi. Mais voilà. So he's just a bit worried that because he says, in fact, patients with FSHD are not very expensive to Social Security. They require a wheelchair and a few help, but most of them are not very expensive for Social Security. But this is something that could be debated with other people. We first look at science and find the drug. Find the drug first. Find the drug, find a way to get everybody treated. And the more we learn about large-scale AAV manufacturing, the better off we're going to be. The more we learn, the more efficient it becomes. So, et donc le plus on connaît de choses par rapport à la manière de produire des très grandes quantités de virus, le mieux on va se trouver. Et en fait, il y a 15 jours, j'écoutais un webinaire d'une firme qui propose des méthodes de purification des virus AAV, l'utilisation de réacteurs pour les produire en grande quantité, qui permettent de réduire d'un facteur 10 le prix de la production. Donc, il y a effectivement des choses qui sont en progrès de ce côté-là. I recently followed a webinar. I think I sent the link to Scott, where they optimize production in bioreactors, they optimize purification with an affinity chromatography, and so that things are going to be much less expensive than what they are now, and that more and more of those viruses will be produced more easily and in a much cheaper way. This is the way the field is moving. Yeah. And, you know, it's a young field. And so we're learning very quickly, but it's moving in the right direction. Donc elle dit c'est un domaine très récent de la science et on apprend très vite, on est en train d'évoluer rapidement et dans la bonne direction, quoi. J'ai une petite question. Toujours, en fait, l'INSEE, est-ce qu'elle a une idée de quand pourrait démarrer un essai sur l'être humain de son micro-ARN 405? So when do you expect it would be possible to start a clinical trial of your microRNA 405? The hope is within the next year or two. So as I mentioned to my co-hosts here earlier, just this last week, we've partnered with a startup company, so an industry partner, to move this forward, which is necessary for moving to the clinic. So with that being put in place, things are going to be able to move a lot quicker. So it's hopefully going to be moving relatively quickly. Donc elle pense que ça devrait aller quand même assez rapidement, d'ici 1 ou 2 ans, parce que justement, la semaine dernière, il y a une jeune entreprise, une jeune pousse, comme on appelle ça, qui a démarré, qui a pris une licence sur leur brevet de l'utilisation de leur AAV avec le microRNA 405. Et ils sont en train de récolter les sommes d'argent nécessaires pour vraiment démarrer. Et c'était l'étape indispensable pour aller rapidement vers des essais cliniques, c'est d'avoir une entreprise qui est intéressé par le produit. Et donc, c'est tout récent, ça date de la semaine dernière et c'est fait, c'est parti. Very good news.
Very good news, yes. Et moi, j'ai une autre question, parce qu'en fait, il m'avait semblé comprendre que l'une des stratégies du laboratoire de Scott Harper et peut-être de l'INSEE pour ses tests à elle, c'était justement de s'être renseigné très en amont auprès de la FDA de ce qu'il fallait faire correctement pour aller vite. J'ai cru comprendre ça. C'est ce qu'ils ont fait. Oui, mais c'était ça la dia où j'ai expliqué les 4 critères d'une agence de régulation du médicament. C'était à propos de la FDA, en fait. Oui, mais donc ils ont pris très en amont les problématiques d'acceptabilité de la FDA pour orienter leur recherche aussi. C'est ce que je voulais dire. Ils ne sont pas partis dans la recherche en se disant on verra après. En fait, ils ont tenu compte largement en amont de ce qu'il fallait franchir auprès de la FDA pour être dans les clous et faire les choses correctement et vite finalement. So he says that very early in your research project, you have been in touch with the FDA to make sure that the experiments you were doing were fitting with what it was expected from the FDA. So the regulatory landscape has changed. The more gene therapies that become approved, the easier it gets in some sense and the harder it gets in some sense. Mm-hmm. So we're getting ready to re-engage with to engage with the FDA to make sure that our, they call it a pivotal toxicology study. So the main safety study is going to meet their current requirements. So we're actually getting those documents ready now. Donc là, ils sont par exemple en interaction avec la FDA pour remplir tous les documents nécessaires, par exemple pour les études de toxicité, pour faire les manips vraiment comme la FDA les attend. Super. Alors, j'ai plus de questions. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on a battu le record, Alexandra. Thank you, Lindsay. On a battu le record. Ça fait 2 heures qu'on parle maintenant. Donc, c'était vraiment passionnant, très intéressant. La courbe d'audience n'a pas faibli. Donc, je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes qui sont restées 2 heures. En tout cas, on a toujours autant de personnes qui nous regardent. Donc, c'est déjà un bon point. So he says you have beaten a record of AMI FSH. So we've been talking for 2 hours, and the number of followers has not dropped. So there are as many people 2 hours after you started as when you said your first words. So congratulations. Thank you so much. It was very interesting. It was really very interesting. Very well. We have a lot of hope for this therapy. We've been working on it for a long time, and we're strong believers that it's going to work. Ça fait très longtemps qu'elle travaille sur cette approche thérapeutique et elle croit vraiment à 100% que ça va marcher. En tout cas, sur le papier, quand elle le raconte, on y croit très très fort avec elle parce que c'est comme ce que je disais l'autre jour avec Peter Jones, c'est que c'est simple et c'est beau et c'est simple en fait. Ça paraît évident. He says it's beautiful, it looks simple, it looks obvious. And so they are all convinced it will also work. That's the idea. That for us, that was the idea. If there's a target, that's what we want to hit. En fait, on revient au début, au principe de la science édicté par Einstein, quoi. Les choses simples, voilà, qui vont marcher. Ça dit définir vraiment la cible et taper sur la cible et voilà. C'est super. Thank you, Lindsay. Thank you. Donc on va Thank you very much, Lindsay. On va se dire good night or good afternoon for you. Good afternoon. Okay, good night for us. Good night. On va aller dîner. C'était génial. Moi, j'ai adoré. Voilà. He really enjoyed it very, very much. I also did. Elle aussi, elle a bien aimé. Cool. Thank you. All right. On va couper. On va se dire au revoir. Okay, so goodbye, everyone. Alexandra, à bientôt. And thank you very much. Thank you. Bye-bye. Au revoir. Merci.